Cette année, on a choisi de parler du programme Mieux-être qu'on a monté à l'Institut. Moi, je fais partie du département de psychologie clinique. Je suis psychologue, on est 4 psychologues et un psychiatre. Et tous ensemble, on a monté ce programme qui s'appelle Mieux-être et pas Bien-être, parce que c'est pas la même chose, à mon avis. Et déjà, si on a le petit objectif d'apporter du mieux-être aux patients, c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà bien. Et vraiment, j'espère que ce que je vais présenter cet après-midi et ce qui vous sera évoqué par les autres intervenants aussi cet après-midi va vous donner des envies de vous initier à certaines de ces approches complémentaires. Alors complémentaires, évidemment, est-ce nécessaire de le dire, ce ne sont pas des approches qui viennent se substituer au traitement, mais ça vous le savez, je pense que les patients savent tout à fait ça, et que c'est même pas la peine d'ailleurs de le préciser. En tous les cas, pourquoi on a proposé toutes ces approches-là, et je vais un peu les détailler tout à l'heure, parce qu'on s'est aperçu en fait, et on sait maintenant que à peu près 80% des patients, donc je sais pas, vous pouvez peut-être faire un petit sondage entre vous dans la salle, ont recours à des offres complémentaires. Alors c'est quoi les offres complémentaires ? Ça peut passer de l'acupuncture à l'ostéopathie. Tristan en parlera bien mieux que moi tout à l'heure, puisqu'il est présent, et c'est très bien. Et je le remercie d'ailleurs, merci beaucoup. À l'art-thérapie, au sport, à la RESC, enfin toutes ces approches-là qui sont vraiment très utiles pour les patients. Et pouvoir proposer comme ça tout un éventail d'outils autres pour le bien-être et le mieux-être des patients, c'est très important parce que ça laisse la liberté et le choix de décider aux patients de pouvoir utiliser telle ou telle méthode, celle qui lui sera le plus adaptée. Celle qui lui sera le plus adaptée et qui lui conviendra le mieux. Et dans toutes ces méthodes, vraiment, dans tout cet éventail, il est tout à fait possible de trouver des choses qui peuvent vraiment vous relancer, vous faire du bien, et Dieu sait que se faire du bien, déjà de façon générale, c'est plutôt pas mal. Mais quand on est à votre place, quand on est patient ou quand on est famille de patients, c'est vraiment essentiel que d'avoir des outils avec lesquels on puisse simplement se faire du bien. Décrocher un peu de ses inquiétudes et de ses angoisses et pouvoir ainsi vraiment pouvoir se ressourcer et trouver en soi des capacités nouvelles et presque des capacités qu'on ignorait. Ou en tous les cas des capacités qui avaient été mises sous le couvercle du fait de la maladie et de tout ce que ça engendre, d'inquiétude, enfin tout ce que vous connaissez déjà, hein, ou de parcours longs, où on se fatigue, où on a besoin de se ressourcer, de se remotiver. Et Dieu sait que dans la LMC, on a besoin de se remotiver. Vous le savez bien mieux que moi. Donc, ces approches, ces soins complémentaires, même si elles sont effectivement difficilement évaluables, hein, comment on va évaluer de façon scientifique, par exemple, l'effet de l'hypnose. Bon, ça, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il n'y a pas vraiment d'études scientifiques là-dessus. Par contre, il y a de l'imagerie médicale qui montre quand on est en état d'hypnose, en transe hypnotique, il y a des choses qui se passent dans le cerveau. Il y a des zones du cerveau qui vont s'allumer et d'autres qui vont s'éteindre. Enfin, s'éteindre, je veux dire, dans l'imagerie, hein, pas en réalité, bien évidemment. Il ne faut pas avoir peur. Et ça montre en tous les cas que la pratique de l'hypnose, ou même de la sophrologie, je pense, mais ça n'a pas été démontré encore pour la sophrologie, ça a un effet quand même au niveau cérébral. C'est pas que dans la tête du patient d'un point de vue strictement psychologique. Ça a vraiment un effet au niveau cérébral. Et du fait, comme ça a un effet au niveau cérébral, ça a aussi un effet sur tous les autres aspects de la personne. En tous les cas, de nombreuses études, malgré tout, qui ne sont pas des études scientifiques au sens propre du terme, hein, mais des études de qualité de vie, beaucoup d'études de qualité de vie ont démontré que ces outils d'approche complémentaire, d'offres complémentaires, participent de façon vraiment efficace à la qualité de vie des patients. C'est-à-dire que quand on fait de l'hypnose, quand on fait de la sophrologie, quand on fait de la RESC, enfin toutes ces choses que je vais vous décliner là un peu rapidement tout à l'heure, on se rend compte que les patients, ils vont mieux, que ça va mieux. Et c'est quand même pas mal d'aller mieux. Enfin, moi, il me semble que notre but à tous, hein, c'est d'aller quand même, sinon pas trop mal, aller bien.
même dans une situation de maladie, même dans une situation qui a, à différents aspects, peut être difficile, que ce soit au niveau de la santé, au niveau professionnel, familial, etc. Et qu'on peut avoir, et qu'on a en soi, des ressources, des capacités qui font qu'on est capable, mais souvent on oublie qu'on est capable, de dépasser certains problèmes, de dépasser certaines difficultés. Et toutes ces offres-là complémentaires, ça va servir à ça en fait. Donc de nombreuses études de qualité de vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, ont démontré que tous ces outils, toutes ces approches complémentaires permettaient vraiment de donner aux patients, en tous les cas, des outils, des façons de faire, et qu'ils peuvent aussi utiliser eux-mêmes, sans avoir forcément besoin de quelqu'un pour les guider, au bout du compte, et d'utiliser toutes ces méthodes-là pour vraiment améliorer encore une fois leur qualité de vie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate, puisque, regardez, aujourd'hui, je suis ici à vous parler, et je vais vous parler de l'hypnose, de la RESC, de la psychomotricité, de l'hypnose évidemment, de la sophrologie, de la méditation pleine conscience, des ateliers senteurs et de l'art-thérapie. Mais l'art-thérapie, ça, je laisserai la parole à Michel, pour en parler, puisque, voilà. Et tout ça, c'est rentré quand même à l'Institut. L'Institut, c'est un centre de lutte contre le cancer, c'est un centre de pointe, un centre de recherche et de soins, et en même temps, on propose dans ce centre de pointe et de recherche de l'hypnose, de la sophrologie, etc. Donc, c'est quand même extraordinaire que le monde médical s'ouvre à toutes ces disciplines. Encore une fois, des disciplines qui ne viennent pas se substituer, mais ça, encore une fois, c'est pas la peine de le dire, mais je trouve ça quand même, c'est vraiment une petite révolution. C'est vraiment une petite révolution qui est vraiment au service des patients. Parce que très longtemps, la médecine a été un peu oublieuse du bien-être et du mieux-être des patients. Oublieuse que le patient est évidemment porteur d'une maladie avec toutes ses conséquences, évidemment physiques, mais aussi psychologiques. Alors ça a commencé par l'intervention des psychologues, qui est maintenant très commune dans tous les hôpitaux. Et maintenant, ça se poursuit avec toutes ces approches complémentaires. Donc, je trouve ça absolument extraordinaire. Parce que les traitements, en tous les cas ici, ce qu'on propose, étant donné qu'on a affaire à des patients qui ont quand même des traitements, et vous en savez vraiment quelque chose, qui ont des effets secondaires qui peuvent parfois être difficiles, douloureux, pénibles, durables, toutes ces approches peuvent vraiment aider à mieux supporter les traitements. Toutes ces approches peuvent aussi aider dans le cas des annonces de la maladie, par exemple. Quand on vous annonce une maladie et qu'on est vraiment terrifié de ce qu'on vous annonce, de son devenir, de toute cette incertitude qui pèse tout d'un coup, quand la maladie débarque dans votre vie. Donc tout ça, ça peut aussi participer au mieux-être dans le sens où on peut faire ainsi diminuer l'angoisse, l'anxiété, la dépression. Et du coup, tous ces outils, ou certains d'entre eux, en tous les cas, ça va permettre aux patients de moins avoir besoin d'utiliser des psychotropes, par exemple. Et on sait que la France est championne de prescription des psychotropes, qui sont vraiment utiles dans certains cas, mais qui parfois pourraient être non prescrits. Il vaudrait mieux peut-être prescrire une bonne séance d'ostéopathie, ou une bonne séance d'hypnose, ou de sophrologie, au lieu de prescrire du Lexomil ou du Xanax. Voilà. Ces méthodes aussi, en particulier l'hypnose, ça permet aussi de diminuer, par exemple, les traitements analgésiques. Parce qu'il y a vraiment un effet très surprenant. Moi-même qui pratique l'hypnose depuis 3 ans maintenant, je suis tout à fait surprise des résultats qu'on peut obtenir. Dans le cadre de la douleur, par exemple. Dans le cadre des nausées. Dans le cadre de la difficulté à dormir, à s'alimenter, etc., etc. Donc toutes ces approches-là sont vraiment extrêmement précieuses pour votre confort, votre mieux-être et votre morale du coup aussi. C'est pas mal d'être pas mal dans sa tête. J'avais pas vu. Pour la première partie, rassurez-moi. D'accord. Donc alors, puisqu'il me reste 5 minutes, je vais vous parler non pas de l'ostéopathie, mais de la RESC. Alors c'est quoi cette affaire? Ici à l'Institut, elle est prodiguée en interne, au lit du patient. Des médecins, des infirmières, beaucoup d'aides-soignants se sont formés à la RESC. La RESC, c'est
une méthode qui permet, grâce à des touchés corporels, de pouvoir faire en sorte que le patient puisse se sentir mieux. Alors ça s'appelle, la RESC en fait, c'est la résonance énergétique par stimulation cutanée. Ça s'inspire des médecines chinoises, du shiatsu, etc., etc. C'est-à-dire que les praticiens de RESC en fait vont appuyer de façon douce sur certains points d'acupuncture sélectionnés, en particulier sur les pieds, sur l'abdomen et la tête, et vont écouter, alors ça peut paraître assez mystérieux, mais c'est ce qui se pratique, ils vont écouter en écho l'écho qui peut se faire entre deux points. C'est-à-dire que notre corps est traversé de méridiens, et ces méridiens, en fait, ils discutent entre eux. Mais tout ça, évidemment, la médecine, on va dire, classique, ne s'intéresse pas aux méridiens. Par contre, la médecine chinoise, elle s'y intéresse depuis des millénaires, et on sait que l'acupuncture peut être une aide dans certains cas, etc., etc. On propose aussi de la psychomotricité. Et je sais que quand on est hospitalisé, alors ça aussi, c'est proposé en interne, au lit des patients, pas en hôpital de jour ni en externe, parce que ce sont des étudiantes de diplôme qui viennent et qui interviennent au lit du patient dans les unités. Et la psychomotricité, en fait, elle a une action globale qui articule les possibilités de mouvement, d'expression et de relation. Elle part du versant moteur et corporel et elle agit en fait sur le psychisme, afin de permettre une adaptation optimale à l'environnement. Elle vise les troubles de la représentation du corps, d'origine psychique ou physique, aux moyens de techniques de relaxation dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique. Et c'est le psychomotricien qui décide quoi proposer au patient en fonction de son état, en fonction de sa fatigue. Donc ce sont des propositions qui sont tout à fait adaptées et que les patients vraiment apprécient énormément. Vraiment, on a des retours extrêmement positifs de l'action des psychomotriciennes qui interviennent chaque année dans nos services. La méditation pleine conscience, méditation pleine conscience, sophrologie, sont des techniques qui sont qu'on peut retrouver dans l'hypnose, par exemple. La sophrologie, c'est vraiment une technique qui permet de se relaxer grâce à une technique de visualisation positive. On permet vraiment à des patientes vraiment de se relâcher, de se relaxer, de pouvoir travailler aussi bien le physique que le mental, grâce encore une fois à des visualisations positives qui sont tout à fait les bienvenues quand on est en permanence en train de se dire « je suis anxieux, je ne vais pas bien, je ne sais pas ce qui va se passer » et tout ce qu'on alimente. Le cerveau, lui, il est très malléable. Si on lui envoie des signaux négatifs, des discours négatifs à longueur de journée, et ben du coup, on va pas bien. C'est tout bête. Et si on lui envoie des images, des discours, des paroles plus positives, du coup, ça va mieux. Et ça peut se vérifier à l'imagerie médicale, par exemple. Donc, c'est très important et il faut le savoir que vous avez vraiment un pouvoir qui dépend de vous pour aller mieux. Et ça, c'est pas mal quand même de savoir que on a le pouvoir et que pour aller mieux, ça dépend vraiment de vous et de vous seul. Alors, grâce à l'intervention de praticiens qui peuvent vous guider, vous aider à apprendre à faire de la sophrologie, à faire de l'hypnose puis de l'auto-hypnose, parce que l'intérêt de tout ça, c'est pas d'être dépendant de quelqu'un. L'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir utiliser tous ces outils à votre rythme, quand vous le voulez et de façon totalement indépendante. C'est pas mal ça, quand on est quand même malgré tout, d'une certaine façon, dépendant de la médecine, des traitements, parce que les traitements sont là pour vous soigner, évidemment. Donc c'est retrouver quand même une part de soi, un libre arbitre, une certaine liberté. Donc je trouve que comme programme, c'est plutôt pas mal. Alors du coup, on vient de me dire que là, la première partie était terminée, donc je vais vous parler d'hypnose. Waouh, l'hypnose. Je ne sais pas quelle idée vous en faites. Alors généralement, on a toujours une idée un peu sulfureuse de l'hypnose. Sinon sulfureuse, on pense à... Comment il s'appelle, celui qui passe à la télé là ? Voilà, Mesmer, qui a emprunté son nom à un praticien du 19e siècle qui s'appelait effectivement Mesmer, et qui a été
un des premiers médecins à s'intéresser à l'hypnose. En tous les cas, on l'appelait peut-être pas comme ça à cette époque-là, mais à ces états de conscience modifiés. État de conscience modifié. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les états de conscience modifiés, c'est quelque chose qu'on traverse 1000 fois par jour, de façon tout à fait naturelle. Mais avant d'entrer dans les détails, j'aimerais quand même dire que l'hypnose clinique, c'est ce qu'on pratique ici, c'est pas de l'hypnose de spectacle, une music hall. Il n'est pas question de mettre quelqu'un entre deux tréteaux et de le faire tenir comme ça parce qu'on lui aura suggéré de se rigidifier. On peut le faire, véritablement, c'est pas des blagues. Mais nous, c'est pas notre propos. L'hypnose clinique, elle est utile en tous les cas pour soulager. Mais avant ça, je voudrais dire que l'hypnose, plutôt, est un outil extrêmement puissant. C'est une thérapie du changement. C'est-à-dire qu'avec l'hypnose, on est capable d'accéder à des modifications de fonctionnement, de point de vue, de choses qu'on rumine dans sa tête, de tous ces fonctionnements qui sont parfois très mobilisants et qui empêchent et qui inhibent les capacités d'un sujet. L'hypnose, c'est libérateur. Grâce à l'hypnose et grâce à nos techniques de suggestion, parce que c'est vrai, l'hypnose, c'est de la suggestion, c'est de la manipulation. Mais en même temps, j'ai envie de dire, si on communique, et on communique tous, dès qu'on communique, c'est de la manipulation. À partir du moment où on parle à l'autre, on le manipule. Par exemple, vous êtes parent, vous avez élevé vos enfants, vous les avez drôlement manipulés pour qu'ils aillent au lit, pour qu'ils travaillent bien à l'école, pour que. Et les enfants, inversement, vous ont drôlement manipulés pour avoir des cadeaux, pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc la manipulation, elle fait partie du monde de la communication. C'est pas un gros mot. Après, ça dépend comment c'est utilisé, bien évidemment. Dans le cadre de l'hypnose clinique, on manipule les patients, c'est vrai, on leur fait des suggestions, mais positives. Positives pour leur permettre de pouvoir trouver en eux le chemin du changement. Et trouver en eux et remobiliser en eux des ressources, des capacités qui puissent les amener à améliorer leur situation, aussi bien psychologique que physique. On utilise beaucoup l'hypnose, par exemple, dans le cadre des arrêts de tabac, dans le cadre des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, dans les dépressions, dans l'angoisse, etc., etc. C'est vraiment une méthode qui permet aussi aux patients, puisqu'on la pratique ici, d'aborder certaines étapes de leur parcours. Par exemple, pour les femmes qui vont subir une mastectomie, une reconstruction, on leur fait de l'hypnose, on leur propose des séances d'hypnose avant les interventions et après les interventions, pour qu'elles puissent intégrer de meilleure façon le geste chirurgical qu'elles ont subi. Ou alors on reçoit aussi des patients pour leur permettre de mieux supporter leur traitement, de pouvoir les prendre sans s'essouffler. Et Dieu sait que je pense que vous savez de quoi on cause quand on parle de traitement où on peut s'essouffler, qu'on doit prendre au long terme avec certaines contraintes, etc. L'hypnose peut aider à ça. Elle peut aussi aider dans les troubles du sommeil, oui je l'ai dit, de l'anxiété, etc. En tous les cas, ces résultats sont rendus possibles car l'hypnose, en permettant une présence et une action du non-conscient, parce que c'est ça en fait le truc de l'hypnose, c'est qu'on s'adresse à l'inconscient, moi j'ai envie de dire le non-conscient des patients. L'inconscient, ça a une connotation psychanalytique, j'adore la psychanalyse, j'ai baigné dedans, mais là c'est pas la question. Mais en tous les cas, c'est vraiment une méthode qui permet de parler à son non-conscient. Et Dieu sait que on a le sentiment dans la vie normale qu'on dirige les choses, qu'on les décide, qu'on est maître de son chemin et de ses pensées, etc. En fait, on se rend compte très vite que non. Et qu'il y a une part de nous, un peu comme si c'était un peu en arrière de nous, qui nous guide et qui nous font prendre parfois des décisions, des chemins, sans qu'on sache vraiment pourquoi on les prend. Ça nous arrive à tous de nous dire, mais je suis dans une situation qui ne va pas, et pourquoi je suis toujours dans cette même situation? Pourquoi je prends pas mes jambes à mon cou? Pourquoi je m'en vais pas? Et pourtant, on s'en va pas. Et on vit une situation comme ça qui se répète et qui est difficile et qui n'est pas satisfaisante. Donc, entrer en état d'hypnose, seul ou avec un praticien, mais
l'avantage de l'hypnose, c'est de faire après de l'auto-hypnose, de pouvoir parler à son inconscient. Alors ça peut vous paraître comme ça en un quart d'heure. C'est vrai qu'un quart d'heure pour expliquer l'hypnose, c'est un peu court. Du coup, ça peut paraître un peu ésotérique, cette affaire-là. Mais je vous assure que non. On peut parler à son inconscient et demander des choses à son inconscient pour aller mieux. Véritablement. On peut se dire, ah, inconscient, vraiment là j'ai besoin de dormir, je suis fatiguée, ça fait des nuits et des nuits que je marche pas. Fais quelque chose pour moi. Ben, l'inconscient, il va faire quelque chose. Et puis, on va s'apercevoir que le sommeil s'améliore. Et vraiment, ça, c'est pas des blagues. C'est des choses vraiment qu'on vérifie chez nos patients et qu'on vérifie aussi chez nous-mêmes, hein, puisque on pratique aussi l'auto-hypnose. En tous les cas, c'est cet état qu'on va appeler transhypnotique. C'est le but de l'hypnose. Hein. C'est mettre les patients dans un état de transhypnotique. Donc, c'est un état modifié de conscience. Par exemple, faites l'expérience là, maintenant, tout de suite. Fermez les yeux, pour ceux qui veulent. Si vous fermez les yeux, et si tout d'un coup vous portez votre attention sur la façon dont votre corps s'appuie sur la chaise ou le fauteuil dans lequel vous êtes, et si tout d'un coup vous portez aussi votre attention sur votre respiration, déjà, rien qu'en faisant ça, des choses se modifient. Ce que l'on ressent est différent que lorsqu'on a les yeux ouverts, à me regarder, à m'écouter. Déjà, quelque chose en soi s'apaise. Et vous pouvez vous amuser comme ça à visiter, à explorer toutes les sensations que vous pouvez ressentir lorsque vous êtes confortablement installé sur le fauteuil, la tête un peu penchée en arrière, les yeux fermés. Et si je poursuis, je pourrais vous mettre en transe, mais bon, c'est pas le propos. Donc vous pouvez rouvrir les yeux. Donc la transe hypnotique, c'est quoi en fait? C'est être ici et maintenant et à la fois ailleurs. Et ça nous arrive, mais 1000 fois par jour. Alors l'exemple le plus courant qu'on donne, c'est pour ceux qui conduisent, on conduit, on va d'un point A à un point B, on est arrivé à bon port sans avoir eu d'accident, avoir écrasé 10 personnes, et on ne sait pas comment on a fait, on n'a même pas réfléchi. On était ailleurs. Donc la transe hypnotique, c'est un état tout à fait naturel. Tout le monde a accès à cet état modifié de conscience. Il n'y a pas de gens qui ne sont pas hypnotisables. Tout le monde est hypnotisable. Il y a des personnes plus résistantes que d'autres. Là, on a des techniques pour passer ce cap. Mais voilà, ça peut aider vraiment dans des tas de domaines et dans des tas de situations. En tous les cas, voilà, c'est accessible à tout le monde. Ça ne peut faire que du bien. Après, on n'est pas obligé de choisir l'hypnose, mais voilà. Mais ça permet en tous les cas de se régénérer intérieurement, de retrouver des capacités et des ressources qu'on avait oubliées ou qu'on ne savait pas avoir. Voilà, je vous remercie.